Bonjour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le grenier de la médiathèque, mais nous sommes dans un lieu mystérieux. Je pense qu'on a fait un saut dans le temps pour aller dans un pays où va se dérouler cette histoire, le Japon. Mais avant de commencer, on a pris l'habitude, chers amis de l'imaginaire, c'est d'abord commencer par des devinettes. La dernière fois, je vous avais donné 2 devinettes. La première devinette, c'était « Je vis la nuit, je meurs le jour, si tu me croises rarement, tu te souviendras de moi. » Eh bien, c'était tout simplement le rêve. La réponse était le rêve. La deuxième devinette, je nais dans le jardin, je meurs au bord d'une fenêtre, je fais peur aux fantômes, mais les hommes me mangent. Qui suis-je? Réfléchissez bien. Quel est celui qui meurt au jardin? C'est surtout elle. Eh bien, c'est la citrouille. Vous voyez, vous décorez votre citrouille. Bon, peut-être pas, c'est pas une tradition en France, mais aux États-Unis, on pose des citrouilles au bord des fenêtres, mais aussi on mange des citrouilles. Voilà les 2 devinettes que je vous avais données la fois dernière. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner 2 devinettes. Il faut bien réfléchir pour avoir les réponses. Les réponses sont faciles. La première devinette. Quelle est la différence entre un marin et un boucher? Quelle est la différence entre un marin et un boucher? La deuxième devinette. Pourquoi dit-on que l'horloger est le contraire de la girouette? Pourquoi dit-on que l'horloger est le contraire de la girouette? Voilà les 2 devinettes. Alors, donc cette histoire m'avait beaucoup marqué parce que les mots ressortaient beaucoup d'émotions. Je me suis dit, je ne vais pas la garder en moi, je vais la publier, la donner aux autres. J'espère que vous allez sentir les mêmes émotions que moi. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il y a bien longtemps de cela, au Japon, un petit village situé au bord de la mer. Quand la mer était calme, les parents, assis sur le sable, regardaient leurs enfants jouer dans les vagues. On n'entendait que des rires et des cris. Certains jours, la mer était déchaînée. Elle était déchaînée. Et les vagues charriaient du sable jusqu'au village. Tous, enfants, parents, quittaient la plage, couraient se réfugier dans les maisons, en attendant que l'orage s'éloigne et la mer se calme. Derrière le village où habitaient ces gens, il y avait une montagne qui se dressait, parcourue par un sentier qui serpentait entre les rizières. Les rizières étaient la seule richesse de ces villageois. Au printemps, ils y travaillaient dur. Ils étaient trempés par les pluies saisonnières qui donnaient au paysage cette merveilleuse couleur verte. En été,
Ils entretenaient les champs de riz sous des grosses chaleurs. Lorsque le soleil avait doré et séché les tiges, les paysans, ils récoltaient le riz. Ils étaient heureux d'avoir des vivres pour l'année prochaine. Au sommet de la montagne habitait un vieux sage. On l'appelait Ojisan, ce qui signifie grand-père en japonais. Il vivait avec son petit-fils, Tada. Tada aimait tendrement son grand-père. Ah oui, pour lui, son grand-père, c'était tout dans la vie. Il avait perdu ses parents et le grand-père lui avait dit « Viens vivre avec moi ». Tada, il le respectait, il lui donnait tout le respect dû à son âge et surtout à sa sagesse. Ojisan, il était aussi respecté par les gens du village qui montaient souvent pour demander des conseils. Ah, Ojisan, c'était vraiment un sage. Un jour, où il n'y avait pas de vent, l'air était lourd. Ojisan était debout sur son balcon. Il contemplait son champ où les grains précieux étaient prêts à être récoltés. En bas, il voyait les champs dorés des paysans qui descendaient le long de la vallée comme un escalier avec des marches dorées. Et au pied de la montagne, là, il apercevait, s'étalant le long de la baie, le village, avec ses 90 maisons de chaume et aussi le temple. Oh, il était heureux de voir cette image. Et comme la récolte du riz avait été bonne, les paysans se préparaient à la fêter dans la grande cour du temple. Tada, qui était dans la maison, est sorti. Il est venu voir son grand-père. Tous les deux regardaient le village. Et là, on voyait des ribambelles de lanternes de papier étalées un peu partout sur les mâts en bambou. Et sur les toits des maisons, il y avait des drapeaux de fête qui pendaient, mais ne bougeaient pas, car l'air était lourd et chaud. Et là, le vieil homme regarde son petit-fils d'un air triste et lui dit, je sens un tremblement de terre. Tada! Il regarde autour de lui. Il ne remarque rien d'inquiétant. Juste en ce moment-là, le tremblement de terre se produit. Mais il n'est pas aussi violent pour effrayer Tada. Au Japon, on est habitué. Mais ce tremblement de terre, il est étrange. Car la longue secousse semble venir du plus profond de la mer. Ah oui. Ah, leur maison en haut, tremble plusieurs fois, puis tout redevient étrangement calme. Le vieux sage, lui, il regarde la côte avec son air avisé. Il remarque que
la mer subitement s'assombrit. Et la baie grandit à vue d'œil, tandis que la mer s'enfuit loin, loin des terres. Tada et son grand-père voient dans le village ces petits bonhommes. Les villageois, pour eux, c'est des petits bonhommes, c'est des silhouettes qui s'agitent dans la cour. Soudain, tous les villageois quittent leur village pour aller sur la plage. Mais que se passe-t-il? Eh bien, en se retirant, la mer découvre des étendues de sable. Et surtout, la mer met à nu des rochers entourés du varech. Le varech, c'est ce que utilisent ces paysans pour les champs. Et ils sont heureux d'en avoir. Ils en prennent partout. Mais aucun des villageois ne sait ce qui se passe. Lui, le vieil homme, le sage, lui, il le sait. Il le sait parce que de sa vie, il n'a jamais vu ce phénomène. Il n'a jamais assisté à ce phénomène. Mais il se rappelle que le père de son père lui en parlait à chaque fois qu'ils étaient ensemble, quand il était petit. Aujourd'hui, il le ressent, ce que lui disait son grand-père. Mais il le ressent, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il évalue le danger qu'encourent les paysans. Il a maintenant la conclusion qu'il faut avertir les villageois. À tout prix, il y a un danger. En même temps, il se rend compte qu'il est déjà trop tard. Il est trop tard pour envoyer Tada comme messager, dire au prêtre du temple de sonner la grosse cloche. Mais il faut trouver une solution. Vite, une autre solution. Il regarde son petit-fils. Vite, va me chercher une torche et allume-la. Et Tada, immédiatement, il obéit. Il revient avec une torche allumée. Il la donne à son grand-père. Le vieil homme prend la torche et il se dirige vers ses rizières, vers ses champs, là où le riz attend d'être récolté. Et sans hésiter, il brûle une meule de riz qui s'enflamme comme du bois sec. Tada! Il est terrifié. Il est terrifié. Il court après son grand-père en criant « Ojisan, Ojisan, pourquoi, Ojisan ?» Mais le vieil homme ne lui répond pas. Il ne veut pas perdre du temps en explications. Il pense d'abord à sauver les 400 personnes qui sont sur la côte, qui vont peut-être mourir. Tada s'arrête, puis il pleure. Il s'enfuit vers la maison, persuadé que son grand-père est devenu fou. Pendant ce temps, Ojisan, le grand-père, il continue à brûler. Il brûle les meules de riz. Il arrive au bout de son jardin, de son champ. Là, il jette la torche par terre. Et il attend. Voilà, des nuages de fumée s'élèvent dans le ciel. Au pied de la montagne, les prêtres du temple aperçoivent le feu qui ravage la montagne. Vite, il faut sonner la grosse cloche. Et ils vont la sonner.
il sent la grosse cloche. Alerté par le son de la grosse cloche, et bien les paysans qui sont sur la plage, ben ils quittent la plage. Ils quittent la plage. Mais en quittant la plage, eh ben ils voient des nuages de fumée venant du sommet de la montagne. Pendant ce temps, le vieux sage, debout dans ses rizières en feu, il voit les paysans qui quittent la plage comme une colonne de fourmis. Mais pour lui, ça va pas vite. Il crie: dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Oh, vous imaginez la distance qu'il y a? Eh bien, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Le vent, le peu de vent qu'il y a, ben, il emporte la voix du vieux sage. Mais pourtant, il n'attend pas longtemps. Les premiers paysans arrivent pour éteindre le feu. D'un seul geste, ils les arrêtent. Laissez le feu brûler. Il faut que tout le monde soit là. On ne comprend pas. Petit à petit, le village arrive. D'abord, les plus rapides, les hommes, les jeunes garçons. Puis, les femmes, les jeunes filles. Ensuite, les femmes portant leur bébé sur le dos, les enfants. Et enfin, les vieillards qui ont peiné sur le sentier de la montagne. Tout le village est là. Mais il est trop tard pour sauver le chant de rire du vieil homme. Les villageois sont inquiets et tristes pour le vieil homme. C'est alors que la porte de la maison s'ouvre. Tada sort, mais en pleurant. Ojisan est devenu fou. Tout le monde regarde cet enfant. Il a brûlé sciemment ses champs de riz. Je l'ai vu faire. Oh! Et le vieil homme, il regarde cette foule et dit: l'enfant a raison. C'est moi qui ai brûlé les rizières. Oh! Est-ce que tout le monde est là? Les villageois se comptent. Chaque famille compte ses membres. On compte les membres. Et à la fin, on répond: oui, tout le monde est là. Même les prêtres. Oui, les prêtres aussi sont là. Mais les villageois sont en colère. Je vous jure, ils sont en colère à cause de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'a dit l'enfant, et confirmé par le vieil homme. Des murmures circulent dans les groupes. On entend: le vieux est complètement fou. Il va s'en prendre à nos champs. S'il le fait, nous le tuerons. Déjà, des poings se lèvent qui menacent le vieil homme. Ojisan lève la main et désigne la mer. Regardez. Les villageois se retournent vers l'est et regardent. Et là, ils voient à l'horizon une ligne qui semble être l'ombre d'une côte. Mais à cet endroit, il n'y a pas de côte. Et cette ligne s'épaissit, s'assombrit.
Cette ligne noire, c'est la mer qui revient. Comme une immense falaise. C'est la mer qui revient vers eux, lancée comme un cheval au triple galop. Les plus vieux regardent. Hey, c'est un tsunami! Un tsunami! Un tsunami! Un tsunami! Un tsunami! C'est la panique. Soudain, là, la grosse vague arrive. Les cris, les sons, mais sont recouverts par un fracas plus assourdissant que celui du tonnerre. La vague, la grande vague, frappe la côte avec une telle force que la montagne tremble. Et là, de l'écume jaillit, plus intercellente que les éclairs de l'orage. Durant un instant, on ne vit que des embruns, un déluge d'embruns arrosant la montagne, toute la montagne. Les gens se tenaient. C'était la panique. On courait dans toutes les directions. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Et là, quand ils regardent, ces paysans, quand ils regardent au pied de la montagne, là, ils voient une mer blanche, déchaînée, qui s'acharne sur leur maison, sur le temple. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois, encore, la mer frappe, puis refule, mais à chaque fois avec moins de violence. À la fin, la mer retourne et reprend sa place. Les paysans, tout en regardant en bas, ils sont horrifiés par ce qu'ils voient. D'énormes rochers ont été déplacés et brisés. Le sable retourné, les débris de leur maison, les débris du temple. Seul qu'on voit, qu'on peut encore distinguer, ce sont les mâts de bambou cassés et les morceaux de chaume qui parsèment la baie. Le village a disparu. C'est le silence. Dans ce silence retentit la voix de Ojisan avec douceur et humilité. Il dit, voilà pourquoi j'ai brûlé mes rizières. Le seul bien précieux qu'il avait a été détruit par le feu. Ojisan, le vieux sage, l'ami de tous, est devenu presque aussi pauvre que le plus pauvre des paysans. Mais il a sauvé 400 personnes. Tada se précipite vers son grand-père. Il lui prend la main tendrement. Ojisan regarde son petit-fils avec un sourire de pardon. Je pense que ce sourire signifiait « Ah, mon petit-fils, excuse-moi de ne pas t'avoir expliqué ce que je faisais. » Et Tada regarde son grand-père. Il a aussi un sourire. Ça doit signifier « Grand-père, pourquoi ai-je douté de ta sagesse ?» Non, c'était la raison la plus sage que tu aies prise pour nous.
Les paysans voient ces deux êtres unis par quelque chose de mystérieux. Alors tous s'inclinent devant ce vieil homme, ce sage. Ils le remercient de les avoir sauvés d'une mort certaine. Pour la deuxième fois, Ojisan va encore parler. Ma maison est encore debout. Venez tous, il y aura de la place pour tout le monde. Il est conduit dans la maison. D'abord, on fait rentrer les vieillards, ceux qui ont peiné sur le sentier de la montagne, puis les enfants, les femmes portant des bébés sur leur dos, les jeunes filles, les femmes, les jeunes garçons et enfin les hommes. On s'organise pour manger, on s'organise pour dormir et chacun mange à sa faim et chacun trouve une place pour dormir. Combien de temps sont-ils restés? Je ne pourrais vous le dire. Mais ce qui est sûr, quand les temps meilleurs reviennent, les villageois n'ont pas oublié leur immense dette envers ce vieil homme, envers Ojisan. Ils savent qu'ils ne peuvent en faire un homme riche. Mais quand ils rebâtissent le village, ils élèvent un temple à son honneur. Ce temple, dit-on, est toujours debout. Les gens y vont pour honorer la mémoire de ce vieil homme, de ce vieux paysan qui avait sauvé le village d'un tsunami, d'une grande vague en brûlant ses champs. Ah, celui qui a des oreilles, écoute cette histoire. La sagesse, c'est celle qui conduit le monde au meilleur. Voilà, mon histoire est finie. Eh bien, on a été au Japon. J'espère que cela vous servira de leçon, cette sagesse japonaise. L'histoire est finie, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Mais la prochaine fois, nous allons faire un pas pour revenir chez nous. Chez nous, c'est-à-dire à Besançon. Ça sera l'histoire racontée par les enfants. Allez, à la prochaine. Merci.